Donc bonjour à toutes et à tous. On va garder le même format aujourd'hui. On va discuter avec Fabien à peu près 20 minutes. Ce qui va changer par rapport aux dernières fois, c'est que je vais parler un petit peu plus, puisque je vais mettre à contribution mon expérience ancienne d'agent immobilier, puisque j'ai été pour plus de 10 ans agent immobilier. Et on va vous parler effectivement de ce sujet. Faut-il vendre maintenant ou attendre? Alors c'est une question qui est souvent posée tous les ans, tous les mois, tout le temps. Vous allez me dire, les agents immobiliers là qu'on a dans l'Assemblée souhaitent, et nous aussi, que ce soit toujours le moment de vendre. C'est toujours le bon moment de vendre. Mais vous allez voir, on va vous classifier les raisons et les astuces et des conseils donnés par Fabien plus fiscal en fonction des motifs de vente. Voilà. On va classifier, vous allez voir, en fonction de savoir si c'est une vente forcée, une vente de confort ou un investissement locatif. Voilà. Et ensuite, vous avez, comme d'habitude, pour ceux qui sont là pour la première fois, vous avez un chat à droite que beaucoup utilisent. Donc, ça fait plaisir parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui connaissent l'outil. J'ai Christine qui vient de nous dépanner, qui nous dit génial. Bah oui, Christine, merci, c'est cool. Bonjour de Pau. Donc, il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes et on prendra le temps à la fin de l'échange pour y répondre. OK. Fabien, t'es prêt? On y va? On y va. Allez. Ne faisons pas en plus l'Assemblée. Je vais mettre un peu de contexte, puisque les informations en ce moment bougent, le marché bouge, évolue. Comme vous le savez, il y a un projet de loi de finances qui est en cours, qui va être voté le 19 novembre. Très bien. Oui, il y a beaucoup de navettes. On aura l'occasion dans le prochain webinaire d'expliquer un petit peu comment ça se vote un texte et quand est-ce qu'on saura la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de, comme on dit, il y a beaucoup de. Et puis, il y a beaucoup de on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va plus. Il y a des amendements qui se font, qui se retirent. Ce sera fixé le 19. Donc, on fait d'ailleurs un webinaire sur le sujet qui va être important. Le projet de loi de finances le 6 décembre. Le 6. Donc, pour remettre un peu le contexte et répondre finalement à cette question, est-ce qu'il faut vendre maintenant ou attendre? Notre avis, c'est que, notamment en termes de taux bancaires, puisque c'est quand même l'immobilier est quand même corrélé au taux, les taux devraient ne pas évoluer énormément dans les 6 prochains mois ou la prochaine année. Ils vont rebaisser un petit peu, mais le taux d'emprunt de la dette d'État réaugmente, donc les taux ne vont pas rebaisser d'un point. Donc, si ça baisse de 30 ou 50 centimes sur l'année prochaine, à mon avis, ça va se stabiliser. Pourquoi je vous parle de ça? Puisqu'on va enfin avoir, et on le voit depuis 2-3 mois, on commence à avoir un marché immobilier stable. Moi, j'entends sur le terrain certains me dire tiens, depuis septembre, octobre, on a une petite baisse d'activité, etc. Alors, oui, puisqu'en fait, on revient à une normalité de marché. Et la normalité de marché immobilier, c'est que normalement, on a une saisonnalité. Ce qu'on n'avait plus du tout depuis 3 ans, 5 ans, allez, j'allais dire depuis la pandémie, avec tout ce qu'on a connu. La pandémie, le taux d'usure, les taux qui passent de 1 à 4, on n'avait plus trop de visibilité. Maintenant, on sait que septembre, octobre, novembre, décembre, ce n'est pas les mois où les gens déménagent, sont mutés. Les grosses périodes, c'est de février à juin. Voilà. Donc, on va revenir à un marché à peu près stable. Repartons de l'essentiel. Un projet immobilier, c'est d'abord un projet de vie. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord parler des ventes forcées. Ce qu'on appelle les ventes forcées, c'est les ventes qui sont générées par une naissance, par un divorce, par un décès, par une mutation. Donc, c'est des ventes qu'on a fait là les 2 dernières années. C'est les ventes qui ont eu lieu. On a plus ou beaucoup moins eu de ventes dites de confort, c'est-à-dire des ventes, je veux acheter plus grand, je n'ai pas d'extérieur, je veux un extérieur, je veux me rapprocher du centre-ville. Donc, c'est des ventes qui ne sont pas nécessaires tout de suite, on peut attendre en fait. Voilà. Donc, sur les ventes forcées, naissance, divorce, mutation, etc., je vais donner la parole à Fabien, qui va du coup, pour le coup, nous donner ses astuces ou ses conseils ou ses points de vigilance plutôt sur ces ventes-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ah, on ne t'entend plus.
Alors là, c'est de ta faute. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon, c'est ma faute. C'est moi qui avais coupé le micro pour te laisser parler. Ne fais pas d'essai comme ça. Ne fais pas d'essai comme ça. Allez, vas-y. Sur les ventes forcées, c'est subi par les clients. Alors, une naissance n'est pas forcément subie et c'est un heureux événement, mais tout ce qui est divorce, décès et autres. Donc, c'est le moment sur ces ventes-là de reposer un petit peu la stratégie des personnes. Moi, je vais prendre souvent, on est souvent interrogé sur du divorce. Alors, quelquefois, on est en face, c'est-à-dire pour acheter une maison où les gens sont en divorce, on parle souvent d'achat de parts, d'achat d'indivision, de rachat de soult. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour savoir, là, malheureusement, dans le cadre d'un divorce, et ça arrive plus souvent que prévu, comment finalement le conjoint, le concubin ou le mari ou l'épouse rachète de manière opérationnelle la part de l'autre, puisque quand on parle de vente forcée, quelquefois, on se dit, voilà, on ne veut plus vivre ensemble, on va aller habiter ailleurs chacun, mais peut-être que l'autre veut racheter la part et rester dans le ancien logement familial. Donc, il y a des stratégies en lien avec les courtiers pour essayer de trouver comment faire en sorte qu'on puisse racheter cette part, qu'on puisse peut-être y intégrer les enfants, qu'on puisse peut-être intégrer temporairement les parents pour aider financièrement la personne pour rester dans cette maison familiale. Donc, ces ventes forcées qui, bon, désolé pour les agents immobiliers, peut-être quelquefois ne se transformera pas en vente forcée puisqu'on trouvera, nous, la solution, mais peut permettre à des familles de rester. Donc, c'est l'essence même, en fait, de Prélis Family, c'est d'aider les personnes à réfléchir à comment, vis-à-vis de quelque chose de subi, de réussir à faire quelque chose de bien et de cohérent pour la famille. Donc, si je résume sur ces ventes forcées, encore une fois, au niveau fiscalité, montage, il n'y a pas trop de conseils à donner, si ce n'est des basiques, c'est-à-dire que quand vous achetez un bien immobilier pour y habiter, pour en faire votre résidence principale, bon, ça vous connaissez, vous achetez pas trop loin de votre travail, de l'école des enfants. Et surtout, il y a une question essentielle auquel on ne peut pas répondre à 100%, mais qu'il faut quand même se poser, c'est combien de temps je vais rester dans le logement. Si vous achetez une maison ou une résidence principale et vous êtes sûr à 80% d'y rester 1 an ou 2, le conseil, c'est de ne pas acheter. Puisqu'en 1 an ou 2 ans, vous n'allez pas pouvoir revendre avec les frais de notaire et les frais annexes en plus du montant. Et on dit souvent que, en fonction des marchés, puisque le marché immobilier évolue, là, encore une fois, il va se stabiliser, donc on aura plus de lisibilité, mais on dit souvent qu'il faut 3 ans minimum pour revendre et revendre avec tous les frais sans perdre d'argent, une opération blanche. Voilà. Et bonus, s'il y a une augmentation des prix qui normalement devrait être entre 2-3% l'inflation tous les ans. Voilà, il y a le projet de loi de finances, on y reviendra, va mettre des choses en place dans ce sens-là pour essayer de maîtriser le prix de l'immobilier. Ils ont bien raison. Voilà. Parlons des ventes de confort, ces ventes qu'on a hâte de retrouver et qu'on commence à retrouver d'ailleurs là. Les ventes de plus plaisir, les ventes, voilà, j'ai pas de terrasse, j'ai pas de jardin, je veux un jardin, je veux plus grand. Voilà, là il y a peut-être Fabien, d'autres conseils ou d'astuces sur peut-être le moyen de détention, sachant que dans ce moment de vie-là, on parle plus à des secondo-accédants. Là, on est plus dans des primo-accédants, on est plus dans des secondo-accédants. Donc, je te laisse la parole, voir s'il y a des choses à dire et des conseils. Oui, tu l'as dit, c'est des personnes qui vont vendre leur première résidence principale au deuxième pour en acheter une plus grande ou pour acheter là où ils ont envie d'être. Donc, ils n'ont peut-être pas eu le temps, lors du premier achat, de se poser les questions patrimoniales autour de cet achat. Je m'explique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de familles recomposées. On nous pose de plus en plus la question, cette fameuse SCI, à quoi elle sert? Est-ce qu'elle est utile au moment de l'acquisition d'une résidence principale? Est-ce qu'il faut que j'y mette mes enfants? Enfin voilà, donc quand on a cette vente de confort, donc on a une vente et un projet de rachat derrière, c'est toujours l'occasion de se poser concrètement et de voir comment faire au mieux cette acquisition dans la durée, tu l'as bien dit. On a beaucoup de ventes de confort pour racheter quelque chose de plus grand,
mais qui aura aussi peut-être un but locatif, des personnes qui vont y faire leur résidence principale, mais qui se disent, tiens, j'achète mieux placé, donc je vais louer peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines par an. Et tout ça mis bout à bout, mais il faut trouver l'alchimie dans le montage financier et le montage patrimonial. Ce n'est pas faire un montage pour dire de sortir une usine à gaz à nos clients, hein. C'est vraiment de réfléchir avec eux sur le devenir de cette maison, parce qu'on peut voir quelquefois des personnes qui se disent oui, je vends, je vais racheter plus grand. Non, finalement, je vais louer ma résidence principale, je vais racheter à côté, je vais mettre un petit locatif et on monte avec eux. Pas plus tard que la semaine dernière, on faisait ça ici pour des clients. On monte avec eux un projet qui va aussi accompagner la retraite des clients, puisque finalement, ils vendent pour acheter un terrain. Ces terrains, ils peuvent faire une construction plus grande, donc ils vont faire un petit locatif sur l'arrière, parce qu'il y avait une vraie problématique de retraite pour l'un des membres du couple. Donc, c'est vraiment un déclencheur, ça. Si on pouvait les voir, ces gens en amont, une fois qu'ils ont l'évaluation faite par l'agent immobilier de combien ils peuvent récupérer du prix de vente, de qu'est-ce qu'ils peuvent acheter, donc vis-à-vis des équipes de courtage en termes de capacité d'endettement, je pense que ça vaut le coup de faire un 360 Prélis Family pour se poser avec eux. Okay. Donc là, ce que tu nous conseilles, en fait, et ce que tu dis, c'est qu'il y a plus d'autres solutions patrimoniales quand on achète la deuxième fois. On a souvent des enfants, voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut peut-être se poser un peu plus de temps avant, en amont, pour la partie notamment financière, ça c'est sûr, hein, la capacité d'emprunt, mais comment on achète, le mode de détention, qu'est-ce qu'on fait après. Il y a des questions qui se posent beaucoup plus en fait en secondo-accédant qu'en primo-accédant. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Tu sais, je dis toujours que Prélis Family, quand on voit des partenaires agents immobiliers, qu'on est là pour enlever quelques nœuds au cerveau des clients. Et quelquefois, ce souhait d'avoir une chambre en plus, d'avoir 100 mètres carrés de terrain en plus, d'avoir une vue sur je ne sais quoi, elle est bloquée par plein de réflexions autour. Par des réflexions économiques, mais des réflexions familiales. Donc, quelquefois, en nous envoyant ces clients-là, on arrive à dénouer et puis finalement faire signer cette fameuse vente aux partenaires pour qu'ils puissent ensuite le proposer à d'autres clients et ainsi de suite. Donc oui, c'est important. Ok, le troisième point, je pense que tu vas avoir beaucoup plus de conseils à nous donner. Ça concerne le locatif. Donc, des clients qui auraient un bien en location, qui souhaitent le vendre. Qu'est-ce qu'il y a comme point de vigilance? Qu'est-ce qu'il y a comme peut-être aussi comme astuce assez méconnue? J'en connais une, hein, mais comme ça qui me vient. Voilà, explique-nous ce qu'il peut y avoir. Alors, déjà, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a le temps de vendre vide le bien locatif ou est-ce qu'on va devoir le vendre avec le locataire en place? Malheureusement, dans règle générale, encore une fois, quand on vend un bien qui est occupé, on le vend moins bien. C'est-à-dire que le prix que l'on en récupère, il est quand même assez, entre guillemets, indexé, alors un peu au prix du marché, mais aussi, malheureusement, au loyer qui est subi par le futur repreneur. Donc, si c'est un bien locatif, on s'adresse à des investisseurs. Donc, la première astuce, elle est peut-être tout bête, mais les personnes qui envisagent de bouger des actifs, regardez bien les dates des baux de l'ensemble des bails de vos biens. Un bail nu, c'est par période triennale ou 6 mois avant par lettre recommandée, avec un vrai process. Sur un bail meublé, c'est un peu plus souple, au-delà de la fiscalité. Donc ça, Damien, c'est vraiment la première chose. Et quelquefois, à quelques jours près, on loupe quelque chose et on ne le loupe pas pour les 3 prochaines semaines ou pour le mois d'après, on le loupe pour 3 ans. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Fabien, tout ce qui est SCI, meublé, le bail, tout ce dont tu es en train de parler. Je vous invite à aller sur YouTube. On a une chaîne YouTube et on a fait des webinaires sur ces sujets-là, hein, sur la location meublée, comment passer du nu au meublé. Enfin, on a tout un tas de webinaires qui répondent à toutes ces questions-là et qui durent en général une vingtaine de minutes. C'est pas très long. Ok. Est-ce que tu vois d'autres astuces? Astuce méconnue, je pense que tu parles à la vente d'un appartement locatif et le remploi dans un bien immobilier résidence principale. Effectivement, c'est méconnu. Alors, nous, on l'a en tête au niveau de la gestion de patrimoine, mais et ça fait plus de 12 ans que ça existe, puisque ça a été introduit en 2012. Oui. En fait, aujourd'hui, vous avez une loi qui permet aux personnes
qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale depuis 4 ans. Voilà, donc ils ne sont pas propriétaires, donc ils sont ou locataires ou ils habitent encore potentiellement chez papa-maman, de vendre un bien locatif, exemple un appartement qu'ils auraient acquis en loi je ne sais quoi, ou l'appartement d'à côté, et que s'ils s'engagent à réemployer le prix de la vente ou une quote-part du prix de la plus-value dans l'acquisition effective de leur résidence principale, que ce soit du neuf, donc la construction de la VFA ou de l'ancien, eh bien, toute la plus-value est exonérée pour toute cette première session. Donc, choisissez bien l'appartement que vous voulez vendre avec la plus grosse plus-value, globalement. Voilà, tiens, puis du coup, là on va solliciter notre auditoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez, ça, ce réemploi voilà, dites-nous en commentaire, là, dans le chat, est-ce que vous étiez au courant de ça? Pour ma part, je crois que c'est quelque chose qui est méconnu et mal utilisé. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est que notamment, on a des clients qui sont souvent jeunes, 25, 30 ans, qui habitent dans des grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acheter où ils habitent, puisque c'est trop cher. Donc, très souvent, on leur conseille de faire un investissement locatif avant d'acheter leur résidence principale. Je peux vous garantir que les 90% des clients n'ont pas cette information-là. Si vous leur dites, en achetant un appartement, certes, vous allez être fiscalisé sur les revenus fonciers, on a aussi fait un webinaire dessus, fiscalisé sur les revenus fonciers que vous allez générer. Par contre, vous allez vous en servir comme apport pour l'achat de la résidence principale, puisque quand vous allez revendre, vous allez vous retrouver avec un capital sans payer de plus-value. Donc, en fait, c'est un bon moyen de se constituer un apport pour la résidence principale. Donc ça, voilà, si vous avez besoin de le mettre en avant, on peut en reparler. Mais commercialement, c'est quelque chose qui, pour moi, est mal utilisé. Vous allez être confronté demain, là, on fera peut-être d'ailleurs, c'est sûr, un webinaire sur le sujet, sur un panorama début d'année de ce qui existe comme solution de placement immobilier, puisque vous devez le savoir, la loi Pinel est enterrée et aujourd'hui, il n'y a aucune discussion pour remettre un dispositif fiscal pour inciter à investir dans du neuf. Ça va être sur du primo-accédant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de solutions en face. Il y a cette solution-là, de dire à des primo-accédants ou des jeunes, vous n'avez pas la capacité d'acheter votre résidence principale aujourd'hui, vous n'avez pas l'envie, vous n'êtes pas en couple, achetez un appartement que vous allez louer, ça va vous servir d'apport sans plus-value. Voilà. Je ferme la parenthèse, on en reparlera, mais si vous avez des questions ou des besoins là-dessus, vous pouvez contacter Prélis Family, mais je pense qu'on fera un webinaire là-dessus. Ouais, je vois qu'il y avait un peu plus de non dans les connaissances du dispositif qu'un peu plus de oui. Et effectivement, c'est vrai, février 2012. Donc, juste pour les puristes, toutes les ventes, les premières ventes qui auraient été faites avant février 2012 ne rentrent pas en ligne de compte pour la première vente. Donc, vous avez un jeune client qui vient d'acheter un locatif en 2014, en 2015, en 2016, peu importe. Il le vend avec vous. Et il se pose la question de la plus-value pour racheter une résidence principale avec vous. Et il vous dit, oui, mais attendez, en 2005-2006, j'ai déjà fait une première opération. Eh bien non, c'est toutes les ventes réalisées depuis la mise en place de cette loi, c'est-à-dire février 2012. Donc, il y a encore des personnes, et beaucoup plus qu'on ne le pense, qui sont concernées, Damien, par ce qu'on se dit. Exactement. Et sur ce sujet, je pense qu'il est très intéressant, puisque sur le terrain, vous êtes confronté aussi à des clients qui, encore une fois, veulent réinvestir, veulent acheter leur résidence principale, ne peuvent pas, parce qu'ils sont trop endettés avec le problème de HCSF, les critères du HCSF que vous connaissez, on ne va pas redétailler. Mais dans certains cas, si vous étiez en mesure d'expliquer à votre client que l'appartement qu'il a acheté depuis plus de 4 ans, en le vendant, il n'est pas imposé sur la plus-value s'il met l'apport dans la résidence principale, vous déclencheriez des mises en vente. Voilà. Donc, il y a souvent des méconnaissances fiscales qui mettent, qui empêchent de vendre. Enfin, voilà, c'est à mon dommage de ne pas connaître ça. Et il faut l'utiliser sur le terrain.
les agents immobiliers qui m'écoutent, là, il faut le comprendre et l'utiliser. Ça peut vous générer pas mal de ventes. On va fermer surtout, Damien, ouais, je vais rebondir. Hein, c'est surtout qu'aujourd'hui, tu parlais de la loi de finances, on va quand même faire un tout petit biais en 30 secondes dessus. C'est qu'on a sur la… Ouais, tout petit. Hein. Ouais, sur la plus-value immobilière, on a quand même pas mal de chances. Je pense qu'on est à 80-90, que le mécanisme de calcul et de mode de calcul de la plus-value immobilière change au 1er janvier 2025. Attention à ce que tu vas dire. Voilà, puisse changer. Je vais parler au conditionnel, effectivement. Non, attention à ce que tu vas dire. Tu as des agents immobiliers en face. Il faut qu'ils puissent dormir ce soir, bien, confortablement. Donc, on ne va pas générer un stress voilà, tu connais le sujet. Le texte est là, il va sûrement être voté. Par contre, il y a des petites lignes qu'il faut comprendre et qui vont faire que finalement, ça va être bénéfique pour le marché immobilier. Bien sûr, puisque techniquement, sur les ventes immobilières de manière générale, hein, on va réutiliser potentiellement ce qu'on appelait avant, pour les plus anciens, avant 2007, le coefficient d'érosion monétaire, c'est-à-dire qu'on va tenir compte finalement et techniquement de l'inflation. Donc, ce qui veut dire que concrètement, toute l'inflation qu'on a connue aujourd'hui va même accélérer, et dans le bon sens, le mécanisme de baisse de la plus-value, puisqu'on a eu une inflation à plusieurs chiffres. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour les détenteurs d'immobilier. Alors, je ne pensais pas que tu allais me parler de ça. Non, mais je sais de quoi tu veux pas que je parle. On se connaît, désolé avec Damien, sur certains sujets. Voilà. Alors, on va en parler puisqu'il nous reste 4 minutes. Et c'est un point important. Je pense, le projet de loi de finances prévoit une réintégration de l'imposition de la plus-value, même en cas de résidence principale. Alors là, vous allez me dire, oh là là, ça c'est incroyable. Pas d'affolement, puisque ça va être encore une fois bénéfique pour le marché immobilier, pour le coup. Ça, c'est voté pour éviter et arrêter la spéculation sur l'immobilier. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui achètent un bien, le mettent en résidence principale 6 mois et le revendent pour faire une plus-value. C'est cette spéculation que le gouvernement veut arrêter pour maîtriser les prix de l'immobilier. Donc ça, ils ont raison, puisqu'il faut que les prix stagnent et n'augmentent plus comme c'était le cas, puisque vous avez bien vu que les prix étaient trop hauts et donc on n'avait plus de primo-accédants. Les taux, bien sûr, mais c'est aussi le prix. Donc, rassurez-vous, on va revenir à 2008, 2012, je ne sais plus, c'était déjà le cas, c'est assez récent, je ne sais plus si c'est 2008 ou 2012, tu nous confirmeras, mais il y a des petites lignes qui exonèrent toujours la plus-value, évidemment, quand c'est et tu peux nous les énumérer, Fabien. La cession de la résidence principale sera encore un cas d'exonération et des cas forcés. Tu parlais de vente forcée, c'est-à-dire malheureusement en cas de décès, une mutation professionnelle, une invalidité. Enfin, il y a quelques cas qui vont encore permettre largement d'exonérer ces opérations. Moi, je pense que c'est favorable, cette utilisation du coefficient d'érosion monétaire, surtout avec ce qu'on a subi sur les 2, 3, 4 dernières années. Alors que, par exemple, on ne baissait que d'1% chaque année sur les prélèvements sociaux, on peut vite avoir du 4, 5, 6% de baisse. Donc, on peut gagner 5 années d'abaissement de la plus-value. Donc, attendons de voir les textes. Le webinaire du 6, si on peut avoir un peu plus d'infos. Et puis, on vous accompagnera sur ces sujets-là, bien sûr, sur toute l'année 2025, quand on aura des choses concrètes à vous donner. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur ce sujet ? Là, comme ça, aujourd'hui, alors c'est pareil, quand on parle de vente de confort, puisqu'on était là-dessus, quand on parle de locatif vendu, puisqu'on est vraiment sur des décisions patrimoniales, on insiste aussi beaucoup sur les donations, parce qu'aujourd'hui, dans la réflexion patrimoniale des personnes, on peut avoir l'envie de commencer à anticiper, de faire des donations pour réinvestir ensuite avec les enfants en famille dans d'autres biens. Donc, ça ne veut pas dire avoir loupé finalement la vente du bien qui a été projeté parce qu'on fait une donation, mais c'est se donner la capacité en famille de pouvoir réinvestir dans plus gros et quelquefois dans un gros bâtiment avec 3, 4, 5 locataires. Ok, bon, ce qu'on remarque pour terminer, c'est qu'il n'y a pas il y a beaucoup de sujets et il y a beaucoup de questions à se poser avant de répondre à cette question. Du coup, faut-il vendre maintenant ou attendre ?
On va se faire un petit peu de pub, mais on a de plus en plus aujourd'hui de sollicitations pour les consultations patrimoniales. Je vous rappelle ce que c'est qu'on fait payer 190 € une heure d'échange pour répondre à vos questions avec un conseiller en gestion de patrimoine de Prélis Family. Et là, pour le coup, c'est l'occasion. Si vous posez ou les clients se posent la question, est-ce que je vends, est-ce que j'achète? Vous êtes en amont même d'une rentrée de mandat. Les clients se posent des questions sur est-ce qu'il faut que je vende, est-ce qu'il faut que j'achète, est-ce que c'est le moment? Proposez-leur une consultation patrimoniale. En général, le conseil qui ressort, c'est souvent de vendre, de réarbitrer. Voilà. Donc, je vous invite à le faire. Merci Fabien. Il y a quelques questions, on va y venir. On vous représente là pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a toujours qui ne connaissent pas, surtout qu'on a du monde aujourd'hui là. Le sujet intéresse là. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de monde. Je te laisse présenter le catalogue et les prestations Prélis Family. Je vous rappelle rapidement Prélis Group, alors que les activités qu'on fait, on fait du prêt immobilier. C'est notre activité historique. On fait du prêt professionnel avec des spécialistes en prêt professionnel. On fait du regroupement de crédit. On fait aussi de l'assurance de prêt. Et on a Fabien qui s'occupe de la partie Prélis Family, qui est une société de gestion de patrimoine en family office sur lesquelles nous ne vendons aucun produit financier, aucune assurance et aucun immobilier. Ça, c'est important, parce que l'objectif, c'est surtout pas de venir en porte-à-faux par rapport à vous, nos apporteurs d'affaires, surtout pas vous remplacer, et nos banquiers qui sont nos fournisseurs, qui vendent aussi tous ces produits. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'apporter du service, de l'expertise aussi pour nos courtiers, qui montent en expertise, puisque maintenant, ils ont des connaissances patrimoniales 360 degrés, ils peuvent avoir accès à tout, donc ça permet de rien louper. Et on a créé un catalogue. Fabien, je te laisse le présenter, parce que comme ça m'évite de parler. Voilà, on fait des mécanismes d'audit en règle générale, c'est-à-dire que là, on va calculer, chiffrer, tout regarder autour de certaines thématiques, que ce soit une thématique d'acquisition immobilière, je pense qu'on en a largement parlé aujourd'hui, avec toute cette expertise, de voir un peu comment cette vente, cet achat, cette nouvelle acquisition, cette seconde acquisition peut se faire. L'impôt sur le revenu, quand les personnes trouvent qu'elles payent un peu trop d'impôts, on regarde avec elles ce qu'elles peuvent faire, dans quelle mesure, toujours en lien avec les partenaires, comme tu l'as dit, puisque nous ne vendons rien. Donc ensuite, on redirige vers les partenaires pour finaliser potentiellement une vente un peu plus qualifiée. Un audit impôt sur la fortune immobilière, puisque quand on parle immobilier, on parle seuil. Seuil, je rappelle, c'est 1,3 million. Souvent, il y a un grand jeu de jamais mettre le bon montant. C'est-à-dire que si je devais acheter le patrimoine de tous les clients que je rencontre, je pense que je serais riche et que je ne serais plus ici, puisqu'à chaque fois, on me dit que ça vaut 200 000 alors que c'est des biens qui valent entre 400 et 500, parce qu'on ne veut pas payer l'IFI. Mais attention en cas de décès. L'audit retraite qui permet de calculer quels seront les droits de la personne au moment de la retraite, quand est-ce qu'elle pourra partir, est-ce qu'on n'a pas oublié à l'intérieur de la carrière qui est retraduite par l'employeur au sein d'un relevé de carrière, 1 année, 2 années, 1 trimestre. L'audit de transmission, s'il m'arrivait malheureusement quelque chose, combien je vais devoir payer potentiellement à l'administration fiscale, comment est couvert mon conjoint, comment sont couverts mes enfants, qui va de pair avec un audit de prévoyance. C'est-à-dire, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que ma famille est à l'abri en cas de décès, d'invalidité? Est-ce que j'ai assez de flux pour payer mes crédits, pour payer mon train de vie, pour payer les études? On a le complet, ce qu'on appelle l'audit patrimonial, où là, on fait un 360 avec les clients sur tous les thèmes qu'on vient de voir juste auparavant. Et on a aussi, en lien avec les courtiers professionnels, des questions et des interrogations quand une personne veut s'installer et racheter une entreprise ou s'installer à son compte, de comment je m'installe. Est-ce que je m'installe en nom propre? Est-ce que j'opte pour un régime micro? Est-ce que je m'installe en société? Laquelle? Voilà, il y a toujours beaucoup de questions. Donc, soit on va sur ces audits, comme tu l'as dit, ou soit on a de plus en plus de demandes, puisque les personnes ont de plus en plus d'informations et viennent quelquefois juste valider ou confirmer leur certitude. Donc, on fait une consultation patrimoniale à partir d'1 heure, 190 € TTC, où on échange à bâton rompu sur le projet, sur les certitudes, et on donne, j'espère, de bons conseils à chaque fois pour que le projet aille à son terme. On aide les clients au niveau de la déclaration d'impôt, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière.
Et puis, quelquefois, quand il y a un projet, et généralement c'est en société, eh bien, on crée les statuts, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas, après un audit et des bonnes solutions et des bons conseils, les clients dans la nature, on les accompagne dans la création des statuts de A à Z, jusqu'à la remise du cabis, même en distance. On peut aussi bien s'occuper de Strasbourg, Bayonne, Marseille, Brest, enfin bref, où vous voulez. On fait les bilans prévisionnels immobiliers si nécessaire, c'est-à-dire que quelquefois la banque nous demande, pour appuyer le dossier et conforter le dossier quelquefois et le faire passer plus facilement, de faire un prévisionnel immobilier, donc un vrai bilan compte de résultats sur la durée du financement. Et pour appuyer des créations d'entreprises ou des rachats d'entreprises, on fait aussi le bilan professionnel. Voilà. Et ce fameux Family VIP, c'est accompagner les clients pendant 12 mois à la suite d'un audit pour être sûr que les solutions qu'on préconise soient bien mises en place et que le client soit accompagné vraiment de A à Z. Voilà toutes les prestations, Damien, de Prélis Family. Super, donc vous devriez avoir du travail, encore une fois, avec ce projet de loi de finances. Là, je le rappelle, on va débattre de ce sujet-là le 6 décembre. Donc, je vous invite vraiment à venir à ce webinaire parce que il va y avoir beaucoup de choses importantes dans ce projet de loi de finances. On passe aux questions. Est-ce qu'on a des questions? Qu'est-ce qu'on a eu comme question? Alors, on a un copier-coller d'un article. Ça, c'est quand on parlait certainement de vendre le bien loué ou pas. On a un message. Le congé délivré par le propriétaire ne peut prétendre effet qu'à la date d'échéance, date à laquelle expire le bail, compte tenu de la durée pour laquelle il a été signé du bail. Pour être valable, la lettre de congé doit être reçue par le locataire au moins 3 mois avant la fin du bail. Si la lettre de congé est parvenue au locataire en retard, le congé n'est pas valable. Ouais, donc ça, c'est ce que tu disais. Faire attention. Voilà, 3 mois, je pense que on parle du meublé là. C'est 6 mois pour la location nue et 3 mois pour la partie meublée. Source service public. Top, très intéressant, merci. Creuser, ça m'intéresse. Donc ça, c'était une réaction face au réemploi d'exonération de plus-value. Cela fonctionne aussi pour la vente d'un bien détenu en SCI. Si un associé réinvestit le produit de la vente dans sa RP, y a-t-il exonération de plus-value? Eh bien, Damien, je suis collé, je ne sais pas. On a quelques très bonnes questions de cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais je m'engage, si on trouve le nom, à lui fournir la réponse. Je sais que le réemploi est problématique en société civile. Attention, quand on parle de je vends un locatif et je réemploie, le réemploi, pour éviter tout souci, il faut qu'il soit en direct et non pas en société civile, parce que quelquefois la transparence embête l'administration fiscale pour retracer les fonds. Là, le fait d'être en transparence, non, il faut que je creuse, je préfère pas dire de bêtises. Je connais ce monsieur, je remercie Géraud qui m'écoute. Je le remercie doublement, pour la question qui est intéressante, et surtout, la plus importante, c'est que ça fait 1 an qu'on cherche à coller Fabien. Et donc, en direct, et là, c'est fait. Donc, bravo, Géraud, et merci. Tu me donneras les coordonnées de cette personne que je l'appelle pour la remercier aussi. Et ben, ça va être fait. En quelle proportion l'acquéreur doit-il injecter la vente de son bien locatif pour l'achat de sa RP? Ça concerne toujours la même question. Alors, au moment de la signature de l'acte notarié de vente de l'appartement locatif, le client va donner la quote-part qu'il va réinvestir dans le délai approprié, qui est un délai de 24 mois, dans l'acquisition de sa résidence principale. Donc, dès cet acte-là, il peut dire je vais réemployer 50%. Donc, va être taxé sur la plus-value à hauteur de 50%. Il va être exonéré, mais en mode suspension, en attente, sur les 50 autres pourcents. S'il ne le fait pas, c'est-à-dire que dans mon exemple, il a dit que 50%, il paye les 50 tout de suite, il est exonéré de 50 et finalement, il ne réemploie que 30. L'administration, au bout de 24 mois, va lui reprendre la plus-value sur les 20. Mais s'il réemploie plus, il ne pourra pas prétendre, puisqu'il a déjà été taxé, à récupérer les 50% qu'il a donné le jour de l'acte authentique. Okay. Donc, vaut mieux dire, je demande un dégrèvement de 100%. Comme ça, on ne paye pas le jour J la plus-value. On fait son acquisition comme on entend le faire et au prix qu'on entend le faire. Et on met de côté, on n'oublie pas de mettre de côté, la plus-value à 24 mois pour rembourser l'administration fiscale de ce qu'on n'aura pas payé. C'est beaucoup plus simple économiquement et on peut gagner un peu plus d'argent. Et on peut mettre ça sur un livret, accessoirement, qui va baisser, petite info, qui va baisser de 3 à 2,5 au mois de février, ce qui va être bon, notamment pour l'immobilier. Mais on peut placer ça 24 mois.
Est-ce qu'on a d'autres questions? On en a pas mal. Et dans le cas d'une résidence principale vendue suite à un divorce, si les montants de la vente sont réinvestis dans une résidence principale, comment cela se passe-t-il pour la plus-value? Alors, on parle déjà de résidence principale. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre de la vente d'un premier locatif, si j'ai bien compris. On vend une résidence principale suite à un divorce. Donc là, on est typiquement dans la vente de la résidence principale. Donc, on a l'exonération. Donc, moi, je vais reformuler la question. Des clients qui détiennent une loi Pinel ou un investissement locatif, qui se séparent, qui vendent le bien, chacun des clients peut utiliser son apport à hauteur de sa quotité et ne pas payer de plus-value. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ils prennent l'engagement. C'est bien leur première vente, on est bien d'accord. Et si chacun individuellement, puisqu'ils vont constituer des foyers distincts, s'engage individuellement à réemployer. Ok. Est-ce que pour les divorces, cela fait aussi partie des exceptions pour la plus-value Ah oui, est-ce que le divorce, est-ce que cette raison-là fait partie des exceptions pour éviter de payer la plus-value si on vend dans les 5 ans de détention? Alors, on va attendre le texte avant de… Normalement, oui, le divorce fait partie des cas dits d'exonération de la plus-value. Il y a l'invalidité, il y a le décès, il y a la mutation. Et on va voir, parce que le texte, c'est vraiment pour l'instant du pourparler, donc je préfère pas trop en dire. Pour moi, le divorce fait partie de ces cas, mais le 6, peut-être que je pourrais vous donner un peu plus d'indications. Le divorce a souvent fait partie des cas de revente pour notamment aussi les dispositifs fiscaux, les avantages à ne pas rembourser pour le de revient, le Besson, c'était déjà dedans ça. Oui. Si tout était logique avec l'administration fiscale, je préfère attendre un petit peu. Ok, on est bien d'accord. Merci beaucoup, c'est très intéressant. On peut retrouver ces informations évoquées. Alors, on peut les retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous tapez YouTube, Alice Courtage dans Google ou peut-être ChatGPT, peut-être autre chose. Merci pour ces compléments d'infos. Merci, c'est très intéressant. Je dois vous quitter. Eh bien, quittez-nous, merci. Merci l'île de la Réunion, France et Mélissa. Ah ben, coucou, on n'est pas très loin. On est bien d'accord que c'est juste le montant de la plus-value qui doit être réinvesti. Oui. Oui. La réponse est oui. Merci beaucoup. C'est au départ une résidence principale, mais madame a quitté le logement. Donc, ce n'est plus sa résidence principale. Seul monsieur est resté. Alors attention, on a encore beaucoup de jurisprudence, on a encore plein de cas, mais chaque mois, et c'est pas pour parler de ça, mais chaque mois on a un cas où l'administration tente à chaque fois sur des grosses plus-values de RP, donc de résidence principale, de trouver la petite bête qui fait qu'on n'y est pas. Là, dernièrement, c'était une personne qui avait un logement de fonction. Donc, il y avait un logement de fonction et a essayé l'exonération au titre de la résidence principale en même temps en disant c'est un logement de fonction la semaine, mais j'y suis le week-end. Et ils ont dit non, si vous avez un logement de fonction, à ce titre-là, ce n'est plus une résidence principale, c'est une résidence secondaire. Donc, attention, effectivement, il faut que ça soit la résidence principale effective de la personne au moment où elle part. Il faut pouvoir le prouver. L'adresse, un abonnement Internet, une consommation d'eau, d'électricité, les études des enfants, enfin, tout. Vraiment, il faut maximiser les preuves. Là, si madame est partie, effectivement, c'est plus sa résidence principale. Ouais, on est bien d'accord. Ok, et ben tout ça c'est clair, Fabien, comme d'habitude, on n'a plus de questions. C'est fini, on est dans le temps là. Alors, pas 46 minutes, parce qu'on a pris un peu de retard avec notre souci technique. Désolé pour l'outil, encore une fois. Oui. Merci, donc on a des merci, et c'est là qu'on peut nous remercier, nous dire qu'on est sympa. Voilà. On aime ça avant de partir en week-end. C'est pour ça qu'on fait ça le vendredi. Comme ça, Fabien et moi, on passe un bon week-end. On est bien. Et encore une fois, un petit clin d'œil, merci à Géraud, là, s'il est encore là. Pour avoir collé, je n'ai plus qu'à renvoyer la réponse, chercher la réponse. Merci à tout le monde. À la prochaine fois. Bon business et à bientôt. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.